Voilà, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire piloté par notre partenaire Matmut qui va traiter d'assurer mon entreprise mode d'emploi. Je suis Marc David de la CCI Lyon Métropole et j'animerai ce webinaire pour le compte donc de la Matmut. Avant de laisser la parole à nos intervenants, quelques points d'organisation. Comme vous avez pu le voir, vos micros et caméras sont coupés, mais vous pourrez poser vos questions via le chat que vous avez sur votre interface. À ce moment-là, je transmettrai ponctuellement au cours de l'intervention de nos animateurs vos questions et ils y répondront rapidement. Pour votre information, le webinaire est enregistré et vous pourrez le visionner sous 48 heures sur la chaîne YouTube de la CCI Lyon Métropole. Je vous propose d'attendre encore quelques instants que tous les participants nous rejoignent avant de laisser la parole à nos intervenants. Je vous invite aussi à ne pas hésiter à aller visiter le site de la CCI Lyon Métropole pour vous tenir informé de tous les webinaires. Nous en faisons de nombreux pendant cette période de pandémie sur différents thèmes. Comme tous ces webinaires, ils sont tous également visibles sur YouTube. Voilà, il est 9h32, je vous propose de démarrer. Je vais d'abord laisser la parole à Yvan Morin, qui va faire une présentation globale de ce qui va vous être présenté au cours de cette matinée. Et je crois que nous avons deux intervenants. Je vous laisse la parole, Yvan. Merci. Merci Marc, bonjour à tous. Yvan Morin, donc je suis en charge des relations institutionnelles à la Matmut pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous remercie tous d'être présents, de participer à ce webinaire, donc assurance de l'entreprise, mode d'emploi. C'est vrai que ce sont des conditions un petit peu particulières en ce moment pour échanger sur ces sujets-là, mais la technique nous le permet et merci à la CCI de l'avoir organisé. Merci Marc surtout de l'avoir organisé et coordonné avec Estelle pour que tout se passe bien ce matin. Juste un petit mot avant de laisser l'intervention se dérouler sur le partenariat entre la Matmut et la CCI, vous expliquer le pourquoi du comment en fait, pourquoi nous intervenons ce matin. Le partenariat entre la CCI et la Matmut existe depuis plusieurs années, il tend à se développer sur les années qui viennent également, à travers des interventions comme celle de ce matin. Alors on a plutôt l'habitude de les faire en présentiel ou lors d'événements organisés par la CCI, mais voilà, la Matmut a concocté un catalogue entier d'interventions sur les risques professionnels, sur la prévention des risques professionnels et la protection de l'activité professionnelle. Donc, on a ce savoir-faire en termes d'information qu'on souhaite partager avec vous à travers les chambres de commerce qui vous connaissent bien, que vous soyez créateur, repreneur ou installé depuis plusieurs années dans votre entreprise. C'est vrai que la Matmut, elle est plutôt connue par les particuliers pour l'assurance de leur automobile, de leur habitation, mais elle assure également les professionnels depuis longtemps. Elle assure les risques liés aux bâtiments, aux équipements, elle assure la responsabilité de l'entreprise et du ou de ses dirigeants, elle assure la protection juridique, la santé des salariés également, et ça, tous les pros et entreprises ne le savent pas forcément. C'est pourquoi on a choisi de collaborer avec les CCI et notamment avec la CCI Lyon Métropole pour apporter ces infos-là et vous expliquer qu'on a ce savoir-faire en termes d'assurance des pros et entreprises. Alors l'idée, bien évidemment, aujourd'hui, c'est pas de vous faire la liste des garanties qui sont proposées par la Matmut, parce que ça, vous pourrez le trouver si demain vous souhaitez continuer, poursuivre les échanges avec nous, vous pourrez trouver ces infos-là avec nous. L'idée aujourd'hui, c'est d'identifier clairement vos risques pour choisir les garanties nécessaires, que vous soyez donc créateur, repreneur, quel que soit le stade de votre projet de création, vous présenter les outils concrets pour diagnostiquer vos besoins en assurance, et puis du coup, construire vos contrats, les piloter dans le temps. Tout ça, ce sont des choses qui méritent d'être expliquées, d'être approfondies. D'ailleurs, on compte sur vous aussi pour faire vivre ce webinaire. On aura des temps d'échange qui vous permettront de nous faire partager vos expériences, de nous poser vos questions, de nous amener vos réflexions qui nous sont utiles à nous aussi dans la relation avec les professionnels et les entreprises. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir un échange avec vous sur vos besoins, de vous faire partager ce que nous,
On connaît des besoins des entreprises et des risques qu'elles rencontrent en termes d'assurance. On sera donc à votre disposition après le webinaire également, si vous le souhaitez. On aura, grâce à la technologie, l'occasion d'échanger par mail, sur les réseaux sociaux, par téléphone. Vous aurez nos coordonnées. On aura peut-être les vôtres aussi également. Donc, vous nous direz si vous souhaitez approfondir de manière plus personnelle, de manière plus particulière, les questions sur votre projet. Mais voilà, je vous souhaite un bon webinaire avec Alain qui va vous présenter l'assurance, donc le mode d'emploi, assurer mon entreprise. Et avant de lui passer la parole, je fais un petit relais par Sylvain Montera. Donc Sylvain et Alain sont nos deux collègues du département entreprise. Et donc je passe la parole à Sylvain et je vous souhaite une bonne matinée à tous. Merci Yvan et bonjour à tous. Merci de votre participation. Alors, Sylvain Montera, je suis responsable développement entreprise, donc au sein du groupe Matmut. Donc, j'encadre des technico-commerciaux sur toute la région Rhône-Alpes. Donc, comme vous l'a dit Monsieur Morin, effectivement, on n'est pas toujours nécessairement identifié en entreprise, mais pourtant, on sait répondre à toutes sortes de besoins. Alors voilà, moi, ça fait 25 ans que je travaille dans cette branche entreprise, donc j'ai plutôt une bonne connaissance du secteur. Si je suis là aujourd'hui, a priori, c'est pas pour prendre la parole. J'ai délégué cette prise de parole à Monsieur Alain Champémont, qui a tout autant d'expérience. C'est plutôt en tant qu'assureur, on s'applique à nous-mêmes le bon adage, c'est-à-dire qu'on a un réassureur derrière. J'interviendrai au cas où on a un problème technique, de par le format un peu particulier de webinaire. D'habitude, on fait en présentiel. Donc voilà. Donc en tout cas, je souhaite une bonne intervention à Alain Champémont. Normalement, je ne réinterviendrai pas, sauf peut-être éventuellement s'il y a besoin pour le chat. Voilà. À toi, Alain. Merci Sylvain. Donc Alain Champémont, je suis effectivement chargé d'affaires entreprises au sein de la filiale professionnelle de la Matmut. Je suis sur le terrain depuis un peu plus d'une trentaine d'années et je m'occupe effectivement de l'assurance, des commerces et des entreprises. Donc, on va débuter ce module, assurance de l'entreprise, mode d'emploi. Il va se décliner en 5 phases. On va voir dans un premier temps la présentation des enjeux, qu'on peut résumer en pourquoi s'assurer. Le diagnostic de l'entreprise et de ses risques, ça va être le poste le plus important, puisqu'on va voir que de là va en découler le contrat d'assurance, l'adaptation du contrat d'assurance à ce diagnostic, à cet audit sur les risques encourus par l'entreprise. Contrat d'assurance, donc le point 3, qui devra dans le temps être suivi et s'adapter à l'évolution de votre activité, puisqu'un contrat d'assurance se doit d'être vivant. Une entreprise est vivante, s'adapte à l'environnement de son marché, fait des nouveaux investissements. Donc, le contrat doit être suivi dans le temps pour toujours être en parfaite adéquation avec la réalité de votre activité. Et on terminera avec une synthèse de l'intervention si on a le temps. Alors, la présentation des enjeux. Lorsque vous souhaitez entreprendre ou lorsque vous êtes déjà en activité, cela va nécessiter et cela nécessite de l'épargne, beaucoup de temps et surtout beaucoup d'énergie. De l'épargne, oui, l'aspect financier est forcément présent et important. Il va falloir financer l'achat d'un fonds de commerce, l'achat d'un pas de porte, financer l'acquisition des stocks, aller voir le banquier pour négocier des prêts qui risquent de vous demander un apport. Donc, un aspect financier non négligeable pour pouvoir débuter votre entreprise et la pérenniser dans le temps. Beaucoup de temps et d'énergie, bien sûr. Il va falloir faire le business plan, se pencher sur les différentes offres concurrentielles au niveau des fournisseurs. Entre autres, l'assureur fait partie des fournisseurs. Enfin, c'est plus un fournisseur partenaire. On le verra un peu plus tard dans le temps. Et forcément, beaucoup d'énergie puisque vous allez devoir revêtir de multiples casquettes. Vous allez devoir être à la fois commercial, gestionnaire, administrateur de l'ensemble de votre activité. Et parallèlement à tout ça, dès lors que vous entreprenez, que vous souhaitez entreprendre, vous allez vous exposer à un certain nombre de risques. Risques qui, s'ils surviennent, vont remettre en cause la solidité financière de votre entreprise, voire carrément remettre en cause la pérennité de
la pérennité de votre activité. En fait, c'est là que l'assureur va intervenir. Vous allez en fait lui transférer une partie de votre prise de risque. C'est lui qui va vous accompagner. C'est là où il a ce rôle de partenaire à jouer. C'est-à-dire que c'est lui qui va gérer la remise en état de votre entreprise aussi bien au niveau matériel que financier si jamais le sinistre survient. Donc, il sera là en quelque sorte pour vous remettre dans la situation où vous étiez s'il n'y avait pas eu survenance du sinistre. Il doit effacer les conséquences financières d'un sinistre, ce qui vous permettra à vous, si jamais le cas survient, de pouvoir vous y retrouver au niveau financier, au niveau de votre épargne, et vous n'aurez pas dépensé du temps et de l'énergie à régler ce problème. Donc, c'est là où l'assureur doit vraiment jouer son rôle de partenaire, vous accompagner au moment de la survenance d'un sinistre pour que financièrement, vous vous y retrouviez et que surtout, vous ne dépensiez pas tout votre temps et votre énergie à régler ce sinistre puisque vous avez bien d'autres choses à faire qui est avant tout la gestion et le suivi régulier de votre activité. Mais pour que tout cela puisse se faire au mieux, c'est-à-dire pour que l'on puisse arriver au résultat escompté, c'est-à-dire replacer votre activité dans l'état où elle était avant le sinistre, cela va nécessiter de faire un diagnostic, un audit de l'entreprise et de ses risques. Alors, vous allez être confronté à plusieurs risques. Le risque lié à l'activité, cela va être les dommages qui vont être susceptibles de survenir dès lors que vous êtes en exercice. On va distinguer 3 grands types de dommages auxquels vous pouvez vous trouver confronté. On va voir dans un premier temps l'aspect dommage matériel. Ces dommages-là, on va surtout y être très vigilant dès lors que les activités exercées vont concerner des professions qui vont travailler sur ou avec des personnes. On va être très vigilant avec les professions médicales, par exemple. Un chirurgien obstétricien a beaucoup plus de chances de causer un dommage corporel qu'un cabinet d'audit ou de conseil qui, lui, peut surtout causer des dommages plus financiers. Donc, tous ces dommages corporels doivent être calibrés. Donc, en fonction de leur nature, le chirurgien obstétricien, oui, il peut vraiment causer des dommages sur la personne physique. Notre esthéticienne aussi, par exemple, les risques qu'elle encourt essentiellement, ça va être des risques liés à l'activité. Si elle ne fait pas attention à la nature de la peau de sa cliente et qu'elle lui cause des manifestations dermatologiques, ça peut avoir des conséquences financières corporelles importantes. Donc, ces dommages corporels peuvent être liés vraiment à la nature de l'activité avec des personnes qui travaillent sur ou avec des personnes. Dans le slide, on voit un exemple, le paysagiste. Le paysagiste, lui, il peut aussi bien causer des dommages corporels que des dommages matériels. S'il tronçonne une grosse branche qui tombe sur une voiture, on va être dans du dommage matériel. Si elle tombe sur la tête de quelqu'un, on va être dans du dommage corporel. Donc ça, c'est le premier type de dommage. Ça va être les dommages dits corporels. La deuxième grosse catégorie de dommages, ça va être les dommages matériels. On en a vu l'ébauche avec notre paysagiste qui fait tomber une branche sur la tête de quelqu'un, plutôt sur une voiture. Là, on est dans du matériel. Sur la tête de quelqu'un, on est dans du corporel. Là, le dommage matériel, pardon, on va être très vigilant sur les activités lorsque les personnes vont intervenir sur des biens. Par exemple, notre pressing, notre cordonnier. Ce sont des activités où les gérants vont se trouver avec des biens confiés par les clients. Ils peuvent être susceptibles d'endommager le costume qui doit être nettoyé ou la paire de chaussures qui doit être réparée. Il y a également un type d'activité qui est susceptible d'être soumis à ce type de dommages, ce sont les artisans. Notre plombier, notre électricien, il peut mettre le feu à la maison dans laquelle il est en train de faire les travaux. L'artisan peut aussi causer des dommages corporels. Il peut faire tomber quelque chose sur la tête de son client. Donc, vous voyez, lorsqu'on a une activité
à assurer, il est nécessaire vraiment de déterminer les dommages qui sont susceptibles d'être causés en analysant les risques encourus. Donc, on a vu qu'il y avait les dommages corporels, matériels, et le troisième et dernier type de dommages, cela va être les dommages immatériels, c'est-à-dire les dommages qui vont entraîner des pertes financières. Notre imprimeur, qui peut se tromper sur une date par exemple sur des dates de promotion, ça peut entraîner des conséquences financières très importantes par rapport à son client et des pertes financières derrière. Notre cabinet d'audit, de conseil, qui donne un mauvais conseil sur une stratégie d'investissement, sur une stratégie de placement. Là, vous voyez, il n'y aura pas de dommages corporels, pas de dommages matériels, mais cela peut entraîner derrière des conséquences financières énormes auprès de son client. Donc, pour pouvoir adapter le contrat le plus précisément possible, il va falloir faire cette analyse de risque par rapport à l'activité que vous êtes amené à exercer ou que vous exercez. Donc, analyse de risque qui va concerner la nature des dommages qui sont susceptibles d'être causés et le montant des dommages. Donc, la réponse à ces dommages causés, c'est la garantie responsabilité civile. Donc, c'est une garantie clé dans votre activité et l'assureur doit passer même un très long moment avec vous pour déterminer réellement ce que vous faites et les risques encourus pour calibrer cette garantie-là. Il y a également des activités où il faut être très vigilant sur l'analyse des risques en matière de responsabilité civile. Ce sont les activités qui font de la fabrication. Puisque quand on va avoir ce cas de figure, les produits fabriqués peuvent causer des dommages à des tiers. Par exemple, une activité de mécanique générale qui fabrique des petits boulons. Si ce petit boulon va dans la carlingue d'un Airbus ou quelle que soit la marque de l'avion, si jamais il y a une défectuosité de produit et que ça entraîne un crash aérien, les conséquences sont énormes au niveau de la responsabilité civile produit. Et l'assureur, s'il n'a pas déterminé que ce petit boulon, il va dans la carlingue d'un avion, ça risque de causer de réels problèmes à notre activité professionnelle si au moment où le sinistre survient, ce n'est pas prévu au contrat. Donc, vous voyez, il y a vraiment une nécessité de déterminer ce que vous faites pour adapter le contrat. Ce qu'il faut savoir également, c'est lorsque vous faites de l'importation de matières premières, de marchandises, de produits, dès lors que vous importez hors de l'Union européenne, vous êtes considéré comme fabricant. Donc ça aussi, c'est très important de décortiquer toute l'activité. Par exemple, un magasin de vêtements de prêt-à-porter qui importe des vêtements de Chine est considéré comme ayant fabriqué ces vêtements. C'est-à-dire qu'on peut supposer, faisons du catastrophisme, c'est un peu notre métier, il y a un problème dans la fabrication de ces vêtements, cela entraîne dans la composition chimique du produit. Si derrière cela entraîne des manifestations, là encore dermatologiques, des irritations sur la peau, c'est à cet importateur, à ce petit magasin de vente de prêt-à-porter, d'assumer les conséquences financières des dommages qui vont être causés aux clients. Donc, imaginez que cela ne soit pas prévu au contrat. Quelles sont les conséquences pour l'entreprise? Elles sont très simples, hein, il met la clé sous la porte. Dans certains cas, vous voyez, il faut même prévoir certaines extensions. L'exemple le plus parlant, je ne sais pas si vous vous souvenez qu'en 90, Perrier avait retiré toutes ses bouteilles du marché mondial parce qu'il y avait des traces de benzène dans la composition du produit de Perrier. Donc ça, c'est des dommages, c'est des frais de retrait qui peuvent être prévus au contrat. Donc en fonction de l'analyse de l'activité, on va adapter la garantie responsabilité de par la nature des risques encourus, les montants qui peuvent être engagés. On ne va pas mettre les montants de garantie effectivement dans quelqu'un qui va dans l'aéronautique, dans le médical, que quelqu'un qui vend des légumes et des fruits sur les marchés, par exemple. Et bien sûr, des extensions à prévoir en fonction de la spécificité de chacune des activités exercées. Sur la garantie responsabilité civile, je pense que je vous ai tout dit. Donc oui, encore une fois, n'hésitez pas
à vraiment expliquer ce que vous faites à votre assureur. De toute façon, lui, il est là pour vous aider et vous accompagner dans la création de l'activité si vous êtes en création. Donc, c'est lui qui va vous poser toutes vos questions, toutes ces questions-là. C'est-à-dire, plus il va vous interroger, plus le contrat sera pointu et répondra à vos besoins. Donc, ne prenez pas ça comme une inquisition, mais c'est vraiment pour pouvoir adapter le contrat parfaitement à votre activité. On va continuer sur le slide. Donc, le premier point, vous voyez, c'est les dommages susceptibles d'être causés du fait de l'activité. Donc, c'est la garantie responsabilité civile. Ensuite, vous avez un certain nombre de risques qui sont encourus, qu'on va appeler ça va être les garanties dommages aux biens, puisque le bâtiment et son contenu peuvent également, eux aussi, encourir des risques. Alors, le bâtiment, c'est assez facile d'aborder le risque de l'assurance du bâtiment dès lors qu'on n'a qu'un seul intervenant, c'est-à-dire dès lors que vous êtes propriétaire du bien. À partir du moment où vous êtes propriétaire du bien, il va simplement falloir déterminer la surface du bâtiment assuré, quelle est sa nature de construction, quel est son environnement, parce qu'il faut également en tenir compte. Ce n'est pas tout à fait la même façon d'assurer un bâtiment à côté d'AZF ou du couloir de la chimie qu'un dépôt en race campagne. Donc, il y a tout un tas de conditions à prendre en compte pour adapter le contrat. Et là encore, sans visite de risque, sans voir le risque, il est assez délicat de pouvoir assurer un bien. Donc, le bâtiment en tant que propriétaire, c'est assez facile, j'allais dire, à appréhender. Le deuxième cas, c'est lorsque vous êtes locataire. Lorsque vous êtes locataire, il va avoir un document juridique qui vous lie avec le propriétaire, qui est le bail. Ce document, bien souvent, il est oublié par les assureurs, mais il est néanmoins essentiel dans la réalisation du contrat. Pourquoi? Puisque sur les baux commerciaux, vous allez toujours avoir un petit paragraphe sur les assurances dans lequel il peut figurer des renonciations à recours. Alors, c'est quoi des renonciations à recours? Elles peuvent être de trois ordres. Le propriétaire peut très bien renoncer à tout recours contre le locataire en cas de survenance d'un sinistre. C'est-à-dire qu'il dit que, bon, même si c'est le locataire qui met le feu au bâtiment, il n'essayera pas de lui réclamer réparation du préjudice. C'est lui-même qu'en fera son affaire, lui, bien sûr, et son assureur. Donc, dans ce cas-là, le locataire n'aura pas assuré le bâtiment s'il y met le feu. Il est ce qu'on appelle exonéré du risque locatif. Donc, bien évidemment, le contrat ne sera pas le même, puisque pour l'assureur qui assure le locataire, il aura un risque en moins à prendre. Donc, la cotisation se ressentira derrière. C'est la première renonciation à recours. Le propriétaire, il dit, moi, même si c'est le locataire qui endommage mon bâtiment, j'en fais mon affaire. Ça peut être le locataire qui renonce à tout recours contre le propriétaire. Exemple, le poids de la neige sur les toitures, le bâtiment s'effondre, endommage le stock et le contenu du locataire. Normalement, on est en droit de réclamer la réparation du préjudice auprès du propriétaire. C'est son immeuble qui a causé un dommage, c'est lui qui doit réparer les dommages causés. S'il y a une renonciation à recours, là, c'est le locataire qui dit, moi, même si c'est la faute du propriétaire, je ne me retourne pas contre lui et j'en fais mon affaire et mon assureur paye les biens sans essayer d'obtenir réparation du préjudice par un recours. Bien souvent, on l'a pas, celle-ci, de renonciation à recours. On a plutôt le propriétaire qui demande au locataire de renoncer à un recours contre lui, ou on peut avoir la troisième renonciation à recours, qui est la renonciation à recours réciproque. Chacun renonce à recours l'un contre l'autre, chacun s'occupe de ses propres biens. Quoi qu'il arrive, le propriétaire remet en état le bâtiment. Quoi qu'il arrive, le locataire remet en état, répare le contenu du local. Donc, vous voyez bien qu'en fonction des renonciations à recours sur les baux commerciaux, les contrats ne seront pas les mêmes au niveau de la façon de les monter et derrière au niveau cotisation. Donc, il est très, très, très important de communiquer à l'assureur le bail commercial, puisque derrière, il y aura des conséquences sur la rédaction du contrat. Ensuite, le contenu et son évaluation. Donc, au niveau de l'assurance, il va falloir également assurer l'intérieur, tout ce qu'il y a
dans le local pour l'exercice de l'activité. Alors, il faut absolument assurer ce qu'on appelle le total des existants. Donc, le total des existants, ça va être tout ce qui bouge et qui n'a pas un caractère de fixité à l'intérieur des locaux. Ça va être le stock de marchandises, le stock de matières premières. Et bien souvent, on voit des contrats qui n'assurent que ce poste-là. Mais le contenu à assurer ne concerne pas uniquement le stock. Vous avez également des rayonnages, des aménagements intérieurs, des appareils de climatisation, de chauffage. Donc, il faut absolument assurer tous les postes concernés par le contenu qu'on va qualifier de mobilier, matériel, marchandises, agencement. Ne pas oublier les fameux objets confiés par les clients tout à l'heure de mon teinturier, de mon pressing ou de mon cordonnier. Puisque si jamais il y a un incendie qui affecte le commerce, il va bien falloir indemniser les clients de la perte de leurs costumes, de leurs chaussures. Donc, il faut vraiment faire, là encore, un audit complet de tout ce qui peut être susceptible de subir un dommage. Donc, ça, c'est aussi un travail à faire avec le client en disant, ben voilà, on fait un tour des locaux, qu'est-ce qu'il va avoir à l'intérieur, qu'est-ce qu'il faut faire. Et l'assureur, il va être également là pour aider son client partenaire à ce que le sinistre soit minimisé par des recommandations. Voire, ça peut être parfois pour lui des exigences. Alors, ça peut être des moyens de protection demandés pour pouvoir accorder une garantie vol. Un rideau métallique sur une vitrine pour, par exemple, un magasin qui vend des vêtements haut de gamme ou qui vend des biens susceptibles d'encourir un risque vol élevé. Donc, recommandations au niveau des moyens de protection, vol, par exemple, lui demander de mettre une alarme, auquel cas, ça peut aussi avoir des conséquences. Un, sur l'acceptation du risque. On accepte le risque si vous mettez ça. Puis deux, ça peut parfois faire baisser la cotisation puisque le risque sera moindre. Il peut y avoir des recommandations au niveau des protections incendie également. Mettez des extincteurs. Enfin, il y a aussi des obligations de part du Code du travail. Hein. Vous devez avoir, ça faut le savoir aussi, c'est parfois ignoré, mais le Code du travail impose qu'il y ait un extincteur de mémoire par 200 mètres carrés et par niveau, que l'installation électrique soit vérifiée annuellement. Donc ça aussi, c'est des indications qui peuvent être données à l'assuré, que bien souvent il ignore. Déjà pour être en phase par rapport à des exigences qui peuvent être des exigences légales, entre autres, enfin dans le cas présent, le Code du travail. Et d'autres recommandations de bon sens, hein. S'il y a des chariots élévateurs, il y a un risque incendie très important, c'est la recharge des batteries des chariots élévateurs. Ben, essayez de les isoler, de ne pas mettre ça au milieu des cartons ou des palettes, ne pas mettre les palettes contre le mur, les éloigner de 10 mètres. Il y a tout un tas de choses qui peuvent être vues avec l'assuré pour permettre de minimiser au maximum le risque. Alors, une fois qu'on aura fait cet audit sur le bâtiment, son environnement, sa nature de construction, une fois qu'on aurait évalué son contenu entouré de moyens de protection, vol ou incendie, les garanties accordées au contrat vont en découler toutes seules. C'est là où on va construire la fameuse garantie dommage au bien pour y répondre. Donc, on va proposer une garantie incendie. Incendie, on va assurer le bâtiment, alors soit en risque locatif, s'il n'y a pas de renonciation à recours et qu'on a un locataire, bien souvent en valeur à neuf de reconstruction pour le propriétaire. Le contenu, encore une fois, bien pensé à assurer, on va dire, la totalité des existants. Oui, totalité des existants, pour deux raisons. Déjà, pour qu'en cas de survenance du sinistre, vous puissiez retomber sur vos pieds et avoir la totalité des biens qui soient remis en état. Mais également, il existe sur la plupart des contrats d'assurance une règle qui s'appelle la règle proportionnelle de capitaux, qui va vous indemniser proportionnellement au capital assuré. Elle dit quoi, cette règle? Si vous vous assurez pour 50 alors que vous avez 100, même si le sinistre est total et que vous subissez, on doit faire l'indemnisation totale, quand bien même vous êtes assuré que pour 50, l'assureur ne vous donnera que 25 parce que vous n'avez assuré que la moitié de ce qui devait être assuré. Donc là aussi, c'est votre intérêt de vraiment, encore une fois, bien travailler l'évaluation du contenu. Les autres garanties vont en découler, dégâts des eaux, vol, bris de glace. C'est là que, en fonction
des moyens de protection mis et de la nature du bâtiment, on va pouvoir moduler les garanties. Un bâtiment en zone industrielle, un local de stockage qui a des petites fenêtres à 3 mètres de haut, il n'y aura peut-être pas besoin de la garantie brise-glace. On rencontre dans certains cas des commerces qui vont faire de l'auto-assurance sur le vol parce qu'ils se seront parfaitement protégés. Auront mis un rideau métallique, auront mis un système d'alarme avec télésurveillance, auront protégé toutes les fenêtres par du baroudage, auront du vitrage anti-effraction, auquel cas, on peut tout à fait concevoir de dire, bon, ben, moi, le risque, il est minime, je ne paye pas la garantie vol, je sais qu'au moment du sinistre, ça sera à moi de la financer, mais il y a peu de chances que ça survienne, je fais l'économie de la garantie, j'économise, je ne sais pas, 300, 400 € par an, et je sais que ben, si ça survient, je ne serai pas assuré. Mais je prends ce risque-là parce que je l'ai minimisé. Donc voilà, donc ces garanties dommages aux biens vont encore une fois en découler en fonction de l'analyse du fameux diagnostic qu'on aura fait sur le bâtiment et le compte. Et la troisième catégorie de dommages, ça va être les dommages financiers, les risques financiers. En effet, la perte, lorsque vous ne pouvez pas travailler, lorsqu'il y a survenance d'un sinistre incendie, vous n'allez pas pouvoir réaliser de chiffre d'affaires. Par exemple, mon restaurant qui brûle, s'il faut 6 mois pour remettre en état le local, il va quand même falloir, pendant ces 6 mois, si les locataires qui payent son loyer, s'il veut conserver ses salariés qui payent les salaires, il y aura les intérêts d'emprunt à payer, vous allez avoir tout un tas de factures à honorer, quand bien même il n'y aura pas réalisation de chiffre d'affaires et possibilité de travailler. Donc, la perte d'exploitation va être là pour prendre en charge ces postes de préjudice. Ils vont vous indemniser de tous les frais fixes que vous continuez à supporter et au final, lorsque l'activité aura repris, de la perte de bénéfices qui n'aura pas pu être réalisée pendant cette période d'activité. On prend en charge ce qu'on appelle la marge brute d'exploitation dans notre jargon assurantiel. C'est deux façons de l'appréhender, c'est les frais fixes, les factures, les frais fixes que vous continuez à supporter et la perte de bénéfices, ou alors le chiffre d'affaires moins les frais variables, puisque au moment du sinistre, vous allez arrêter d'acheter du stock, de consommer de l'électricité, donc vous faites l'économie des frais variables. En fait, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires qu'on prend en charge. Petit focus, il y aura peut-être des questions là-dessus, sur la pandémie. Ça a été d'actualité si vous avez suivi un peu les événements à ce niveau-là. La pandémie est un événement qui n'est pas assurable pour les assureurs, puisque c'est quelque chose qui touche tout le monde au même moment. Donc, ce n'est pas quelque chose, les assureurs n'ont pas la capacité financière pour faire face à ce type de risque. Certaines compagnies ont mal rédigé leurs conditions générales de contrat et ont mal écrit leur exclusion sur la pandémie. Elles ont donc été obligées de payer au titre de cette garantie et se sont vite empressées, dès lors qu'elles en ont eu l'occasion, d'envoyer des avenants à leurs assurés pour réécrire leur contrat et exclure cette garantie-là. D'autres ont fait des gestes commerciaux, mais c'était purement des gestes commerciaux, ça n'avait rien à voir avec une garantie contractuelle qui pouvait se trouver, mettre en application. Il y a au jour d'aujourd'hui une réflexion qui est menée entre l'État et les assureurs, à l'instar de la garantie catastrophe naturelle. Ils réfléchissent, pourquoi pas, à intégrer une garantie qui sera là faite en collaboration avec l'État, comme les catastrophes naturelles, où c'est l'État qui dit aux assureurs, on décrète qu'il y a un arrêté, l'état de catastrophe naturelle sur telle commune et vous payez. Là, c'est en cours de négociation, c'est pas encore abouti, mais une réflexion est menée là-dessus. Et le deuxième volet des risques financiers, c'est la perte de valeur vénale du fonds de commerce. Alors, c'est quoi cette garantie? C'est une garantie qui va concerner la valeur du fonds en elle-même. Si vous ne pouvez pas, si vous perdez votre fonds de commerce suite à survenance d'un sinistre, si vous ne pouvez pas vous réinstaller là où vous êtes. C'est surtout valable pour les locataires. Lors de la survenance d'un sinistre, le propriétaire peut très bien ne pas renouveler le bail. Il en a le droit en disant bah tiens, moi j'en profite, ça a brûlé, je reconstruis, mais au lieu que je mette un restaurant, je le divise, je fais 3-4 appartements. Donc là, vous n'allez pas pouvoir, vous allez perdre votre fonds de commerce. Donc là, l'assureur va intervenir pour indemniser la perte de valeur vénale du fonds de commerce. Pour un propriétaire, ça sera important s'il le sait que le quartier est frappé d'alignement, par exemple.
il sait que si le bâtiment brûle, ben, la mairie va faire une école, un parking, une bibliothèque, que sais-je d'autre. Donc, dans ce cas-là, effectivement, pour un propriétaire, il faudra souscrire cette garantie-là. Vous voyez encore une fois l'importance de l'audit, de l'emplacement du site, de vraiment de faire une étude au cas par cas pour pouvoir répondre parfaitement aux besoins assurantiels de l'activité qu'on a en face de soi. Alors, sur le diagnostic de l'entreprise et ses risques, j'en ai terminé. Donc, on peut, Marc ou Estelle, regarder s'il y a quelques questions auxquelles on peut éventuellement répondre. S'il n'y en a pas, je continue et j'enchaîne. Oui, Alain, nous avons une question de Béatrice. Vous en avez un petit peu parlé avec la question de la pandémie, qui nous demande s'il y a des domaines d'activité que vous n'assurez pas. Oui, on va dire oui. Alors, oui et non. À la Matmut, nous avons des contrats qui sont stickés Matmut, qui vont répondre aux besoins d'un certain nombre d'activités. On a une nomenclature avec tout un tas d'activités qu'on assure. La Matmut, par exemple, ne fait pas les assurances décennales qui nécessitent une couverture spécifique. Là, on a des partenariats avec d'autres compagnies. Donc, j'allais dire, on essaye au maximum de trouver une solution à notre assuré, même si on n'a pas la solution en interne Matmut. On travaille avec des cabinets de courtage pour des risques spécifiques. Par exemple, l'aéronautique, on n'y va pas en Matmut, mais on va travailler avec des compagnies qui elles-mêmes peuvent trouver une réponse à ces besoins. Donc, en tout état de cause, lorsqu'on aura une demande, même si on n'a pas la solution en interne, on essaiera de la trouver en externe avec des partenaires. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Je ne sais pas, on verra si Béatrice réagit. Mais moi, j'allais rebondir un peu sur cette question, sur la perte d'exploitation. Puisqu'en tant que CCI, Oui. nous, on avait eu des questions de ce type. Je ne sais pas si vous pourriez y répondre. Par exemple, il y a quelques années, enfin, ou même récemment, il y a eu des manifestations les samedis, les Gilets jaunes, mais pas que. Est-ce que dans ce cadre-là, quand la préfecture donne des arrêtés pour interdire l'accès à certains lieux dans les grandes villes, dans les grands axes commerciaux, etc., est-ce que l'assurance peut prendre ça en compte? Alors, ça, il faut le prévoir contractuellement. C'est-à-dire que la garantie perte d'exploitation, entre guillemets, traditionnelle, va intervenir après des événements garantis, incendie, explosion, tempête, catastrophe naturelle, après qu'il y ait un dommage matériel subi sur les locaux. Alors, il y a des extensions qui peuvent être prévues, il faut se rappeler le petit tableau d'avant, là, des petites extensions qui peuvent être après impossibilité d'accès, effectivement. Il y a même carence des fournisseurs. Il y a des extensions qui sont prévues, mais qui ne sont pas forcément en intégration dans la garantie de base au contrat. Et ça, effectivement, avec les événements qui se produisent de plus en plus, c'est des choses qu'il faut aussi, auxquelles il faut penser dans le diagnostic de l'entreprise. Si vous êtes sur les trajets des gilets jaunes, de plus en plus, effectivement, la notion de perte d'exploitation suite à impossibilité d'accès doit être évoquée. Mais effectivement, ça nécessite un ajout de garantie par rapport au contrat de base. Donc, d'où l'importance de l'audit que vous évoquiez préalablement, de pouvoir balayer un petit peu. Alors là, on est bien entendu dans le commerce, hein, donc voilà, qui est directement impacté par ce type d'événement ou de manifestation, je ne sais pas comment on peut dire. Mais l'audit préalable est un élément très important. Bien sûr, bien sûr. Et maintenant, c'est peut-être une question. Enfin bon, ça s'est un petit peu calmé, mais on a un moment, effectivement, sur les trajets des gilets jaunes, il fallait quand même se pencher sur ce côté-là, quoi. En disant, oula, dans les recommandations, mettez des rideaux métalliques, et puis dans l'aspect couvrir les risques financiers derrière, si les gens peuvent plus venir. Il y avait le volet perte d'exploitation, mais aussi le volet sinistre dans le cadre de manifestations. Hein. Bien sûr. D'ailleurs, le volet dommage ou bien était même, enfin,
peut-être même plus importantes que les risques financiers, parce qu'il y a quand même beaucoup de dégâts. Hein. Ok. Bien, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions, donc je vous laisse continuer, Alain. Eh bien, on va continuer. Donc, je reviens juste au slide dernier. Voilà, donc nous avons fait le diagnostic de l'entreprise et de ses risques. Alors, donc, une fois que ça a été fait, le reste derrière va en découler, je vais dire de façon très logique et même presque simpliste. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a déterminé quels étaient les risques encourus, qu'on a vu sur quoi on pouvait agir, mettre des rideaux métalliques, mettre des extincteurs là où il faut, protéger le risque, on va assurer le risque en conséquence. Comme je vous le disais, une fois qu'on a vu que dans le local, il y avait des vitres à 3 mètres de haut, on ne va pas mettre du bris-de-glace et on va faire l'économie de la garantie. Plus on va protéger le risque contre l'incendie, moins la probabilité de survenance d'un sinistre risque de survenir, donc moins la cotisation sera importante. Donc plus on va agir sur le risque, moins on aura besoin de l'assurer et moins la cotisation sera importante. Par exemple, les risques, bien souvent dans les centres commerciaux, les risques sont sprinklés, c'est-à-dire qu'il y a des petites buses qui déclenchent de l'eau dès lors qu'ils détectent de la fumée ou un début d'incendie. Donc, quand vous êtes face à un risque sprinklé, que l'assuré a agi sur le risque, on ne va pas dire que le risque incendie n'a pas lieu d'être assuré parce qu'il peut toujours survenir, mais la probabilité de survenance va être tellement faible que la cotisation incendie sera minime. Donc, en fonction de tout cet audit qu'on a vu précédemment, des actions qu'on aura menées pour minimiser la survenance du risque, le contrat va en découler tout seul. Donc, ça va être juste la conséquence de tout ce qu'on aura déterminé auparavant. Sur le marché, vous allez trouver, on va dire, deux types de contrats. Vous avez vu, le premier, on en a beaucoup parlé, ça va être le contrat sur mesure, qui va complètement se calquer aux caractéristiques de l'activité. On va pouvoir enlever des garanties, mettre des garanties, moduler le contrat, faire des ajouts, les frais de retrait, l'impossibilité d'accès sur la perte d'exploitation. Donc, on va adapter le contrat. Et vous avez un deuxième type de contrat qu'on va dénommer multirisque ou contrat forfaitaire. Ça, ce sont des contrats qui vont être préétablis à l'avance, avec tout un tas de garanties qui seront forcément acquises, tout un tas d'exclusions qui seront également prévues aux conditions générales, mais sur lequel il n'y aura aucun moyen d'action. On va vous demander quel est votre contenu, quelle est votre surface. Bien souvent, ils sont faits sans visite de risque. Alors, ce qui, bien sûr, entraîne bien souvent des cotisations moindres. C'est l'avantage de ce contrat-là. C'est que bien souvent, vous le souscrivez en agence, on vous pose 3-4 questions et vous repartez avec un contrat. Alors, complet, certes, il y aura plein de garanties, mais pas forcément possibilité de les moduler. Et surtout, il faut impérativement que ça rentre dans les clous. L'exemple, vous êtes restaurateur, on rentre dans une agence, on vous demande la surface du restaurant, toc, toc, ça fait ça. Mais dans le questionnement, vous avez oublié de dire que vous êtes parfois traiteur. Et si jamais vous mettez le feu au château dans lequel vous intervenez pour un mariage, si ce n'est pas prévu au contrat et que vous devez payer sur vos propres deniers, ça peut poser problème. De même, dans les conditions générales, elles sont préétablies. Donc, on va vous demander d'avoir du vitrage anti-effraction sur la vitrine. Et si on ne vous l'a pas dit et que vous n'en avez pas et qu'au moment du sinistre, vous avez un refus de prise en charge, ça risque de poser des problèmes. Donc, vous avez compris qu'au niveau des formes de contrat, il faut toujours privilégier le sur-mesure à ces contrats multirisques qui peuvent présenter un avantage financier, mais qui répondent vraiment aux besoins des activités, on va dire entre guillemets, très simples, qui n'ont pas d'activité secondaire et qui rentrent vraiment dans un module très simple. Et surtout, vérifiez bien que les exigences des conditions générales sont requises par rapport aux caractéristiques de votre local ou de votre activité. Le suivi du contrat dans le temps. Bien évidemment, comme je vous disais en introduction, une activité professionnelle n'est pas figée, elle évolue dans le temps. Vous êtes amené à faire des investissements,
changer de local. Donc, il va falloir, dès lors que votre activité subit des modifications, piloter les garanties, avertir l'assureur qu'il y a un nouveau stock qui est arrivé. Avertir l'assureur, tiens, que vous avez construit une nouvelle dépendance pour le stockage, que le contrat soit en perpétuelle adaptation avec l'évolution de votre activité professionnelle. Donc, au niveau de la garantie dommage aux biens, bien sûr. Dommage aux biens, on y pense. Je vais dire, l'assuré, il pense, il dit, oulala, j'ai un gros stock qui est arrivé. Il y pense encore plus s'il change de local ou qu'il acquiert un nouveau local. Donc, on adapte le contrat, on refait un peu un audit comme on l'avait fait précédemment et on modifie ce qu'il y a lieu de modifier. Important aussi, c'est en responsabilité civile. Vous avez vu ce que l'ajout d'une activité, je reprends mon exemple de tout à l'heure, hein, on a des travaux des métaux qui habituellement, je ne sais pas moi, fait des lames de couteau ou autre, puis tout d'un coup se diversifie en disant je vais faire mon petit boulon qui va dans les avions. S'il oublie de prévenir son assureur et que le sinistre survient, là aussi, grand danger. Donc, être très, très, très vigilant sur l'adaptation perpétuelle du contrat à l'évolution de l'activité. Les garanties financières se pilotent beaucoup plus facilement. En effet, on travaille sur de la comptabilité. Donc là, on va travailler sur des pièces comptables. On va vous demander votre dernier compte résultat. On va tout de suite déterminer le montant de la garantie, de la marge brute d'exploitation. Tac, chiffre d'affaires moins les frais variables, on aura le montant assuré. Là où il faut être vigilant, c'est si vous avez en cours d'année une très forte augmentation du chiffre, puisque sur la garantie perte d'exploitation, on travaille toujours en N-1. Alors, on a une ajustabilité, une adaptabilité qui est généralement de 20 à 30%, c'est-à-dire que bon, on couvre votre marge brute de l'année dernière, mais on a conscience qu'elle peut évoluer. Mais bien souvent, elle est limitée contractuellement à 20%. Donc, si par contre, il y a une explosion du chiffre d'affaires, il faut bien tout de suite prévenir votre assureur pour ne pas être en situation de sous-assurance. Donc, on a fait l'audit, on a fait le contrat, mais ne pas oublier de l'adapter en fonction du temps, de l'évolution de l'activité au niveau responsabilité civile et au niveau assurance de biens, dommages aux biens locaux et contenus. Alain, est-ce que je peux me permettre? Allô, Alain, oui. Est-ce que je peux me permettre de vous poser, on a quelques questions pour pouvoir répondre aux personnes. Vous voulez que je pose maintenant? Oui. On a Élodie qui nous pose une question par rapport à la vente de produits alimentaires. Elle prend l'exemple des œufs. Est-ce que si le client est malade, est-ce que je suis assuré? Et elle précise, si mon fournisseur me garantit les bonnes conditions sanitaires de son exploitation et que je garantis d'avoir vendu les produits avec les bonnes dates de péremption. Donc, est-ce qu'il y a un transfert, j'imagine, un transfert de la responsabilité? Dans toutes les professions alimentaires, vous allez avoir une ligne qui va s'appeler intoxication alimentaire avec un montant d'assurance qui peut aller à 2 millions, 3 millions. Donc, la garantie intoxication alimentaire est prévue. En tout état de cause, à partir du moment où la personne est victime d'une intoxication alimentaire, le dossier est ouvert, on gère ça en responsabilité civile. Et on indemnisera la personne des dommages, on indemnisera les dommages que subit la personne au niveau de cette intoxication alimentaire. Après qu'il y ait des recours en chaîne, ça va pas concerner la personne victime de l'intoxication. On va dire, on constate qu'il y a cette intoxication qui est due à ce produit, on peut remonter, on peut faire des recours en chaîne auprès du fournisseur. Ça peut être la personne qui, si c'est la personne qui a vendu l'œuf parce que dans la conservation, il y a eu un problème, une rupture de la chaîne du froid ou que sais-je, on n'ira pas, on dit, oh, c'est bon, on a trouvé où était l'origine du dommage, on ne va pas mettre en cause les fournisseurs. Si on se dit, ça a bien été conservé, bon, c'est pas normal, on va essayer après de remonter auprès on va dire, du fabricant, du fournisseur initial, pour voir si on peut trouver sa responsabilité à lui. Mais en tout état de cause, dans les professions alimentaires, il y a une garantie intoxication alimentaire qui est prévue. C'est le risque principal encouru d'ailleurs. Ok. Merci, Élodie nous dira si la réponse lui convient. Et Béatrice qui nous demande, l'ancienne activité de la société que je reprends étant assurée en Angleterre, du fait de son activité non assurée en France, comment puis-je faire pour m'assurer du coup que notre pays
pour m'assurer dans notre pays suite à la modification de l'objet social? Je ne sais pas si la question est claire pour vous, Alain. Alors, j'essaye de la retraduire. Donc, on a une activité qui est actuellement assurée en Angleterre. En Angleterre. Alors, pourquoi en Angleterre? Alors, peut-être qu'effectivement, quand tout à l'heure la question a été posée, est-ce que on peut tout assurer? Il y a certaines choses qui effectivement peuvent trouver une solution avec des compagnies étrangères parce que c'est des risques très spécifiques. Maintenant, alors la question aussi, je la comprends, c'est maintenant il y a un changement de l'objet social. C'est ça. Alors, est-ce que l'activité a changé, peut changer? Mais de toute façon, encore une fois, on va retomber dans le début, on va faire un audit, on va se dire qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on va avoir une solution en interne? Si c'est en Angleterre, on peut peut-être rester en Angleterre parce qu'en France, il n'y aura pas la solution. Voilà, il faut déterminer. Oui. Mais Béatrice nous précise que c'est un risque amiante. Ah, alors risque amiante, les risques liés à l'amiante. Oui, j'imagine. Ça fait effectivement, c'est une des exclusions principales de quasiment tous les contrats, effectivement. Alors, c'est peut-être pour ça que c'est une compagnie étrangère qui a pris le risque. Mais là, encore une fois, on travaille avec du courtage. Hein. Donc, c'est vrai que là, ça a l'air d'être quelque chose, un point sensible pour les assureurs français, puisque c'est ces types de risques-là qui font partie des exclusions vraiment, j'allais dire, traditionnelles et habituelles des contrats d'assurance. Ouais, elle nous réécrit, alors j'ignore ce que c'est, la liste des CMR. CMR. La liste des CMR. CMR. Personnellement, je ne sais pas ce que sont les CMR, mais peut-être que vous, Alain. Alors, c'est la liste des CMR. Cancérigène, mutagène et réprotoxique. Ah oui, bon, non. Donc oui, ça, c'est vraiment les conséquences financières des dommages dus à l'amiante. Encore une fois, hein, audit nécessaire pour voir quel est le réel besoin et forte chance effectivement que on fasse appel à un assureur, pourquoi pas étranger ou un courtier étranger sur ce type de risque. C'est sûr qu'en Matmut, on n'aura pas la solution. Ça, c'est certain. D'accord. J'ai une dernière question. Alain qui nous dit, concernant une micro-entreprise dans le domaine de la communication et le conseil, est-ce qu'il y a des spécificités? Il précise bien que c'est une micro-entreprise. Alors, je ne suis plus des spécificités au niveau de l'assurance. Dans le rôle de conseil et conseil et communication. Ouais. La conseil et communication, j'en reviens un petit peu à l'aspect responsabilité civile. La spécificité, là, ça va être de bien déterminer au niveau de l'activité l'aspect dommage immatériel, c'est-à-dire qu'est-ce que vous risquez de faire encourir à votre client suite à un mauvais conseil, dans quel type de communication vous allez, et mettre l'accent. Souvenez-vous des premiers slides sur les risques liés à l'exploitation. Donc, quels risques sont susceptibles d'être encourus par rapport à votre activité? Dans quel domaine de conseil vous intervenez? Alors, ça a l'air peut-être. Là, on parle de communication, donc peut-être du conseil stratégique, commercial. Donc, encore une fois, les risques, ils sont presque spécifiques à chaque activité, en fait. Hein. Et d'où la nécessité d'avoir cet audit, parce qu'on ne peut pas se contenter de faire un contrat en mettant une activité de point, conseil, communication. Il est nécessaire de dire en communication en quoi, comment, et conseil en quoi, comment, où, pourquoi. Donc, chaque activité a une spécificité, oui. Et encore là, la grosse spécificité, c'est mettre l'accent sur l'assurance des dommages immatériels, des conséquences financières qu'un mauvais conseil. C'est surtout sur le conseil, mais sur la communication, oui, une campagne de communication où encore une fois, on se trompe dans la date, on se trompe sur un intitulé, ça peut avoir des conséquences financières. D'accord. Ok, merci. Mais encore une fois, nécessité de l'audit et de déterminer le besoin. Béatrice, voilà. Sur la question des CMR, amiante, etc., dit qu'elle reprendra contact avec vous. Je vous laisse continuer, Alain. Pas de souci. Merci.
Oh, bah, j'en avais presque fini puisque j'en étais à la synthèse de l'intervention. Oh, bah, qui va ne faire que répéter tout ce qu'on s'est dit, puis même de ce qu'on vient de se dire là au travers des questions d'ailleurs, hein. La synthèse de l'intervention, elle dit quoi? Ben, tout repose avant tout sur un diagnostic, un audit, une analyse des risques, que ça soit en termes des 3 grands postes, en termes de responsabilité civile, les dommages liés à l'activité, ben, ce dont on vient de débattre là maintenant, les garanties dommages aux biens, ça va concerner les personnes qui ont des locaux avec du stock, du contenu, et bien sûr l'aspect perte financière, l'aspect reconstitution du chiffre d'affaires après survenance d'un sinistre. Vous allez avoir la souscription du contrat qui va en découler, avec bien sûr ce fameux choix entre le sur-mesure et la multirisque, et le pilotage dans le temps, où il va falloir parfaitement adapter le contrat en fonction de l'évolution de l'activité, des nouveaux investissements, des nouvelles activités créées, et vraiment instaurer une relation de partenariat, puisque c'est ensemble et uniquement ensemble qu'on pourra faire le contrat et l'adapter parfaitement aux besoins. Eh bien, je crois que j'en ai terminé, puisque je vois. Merci de votre attention. Ok, j'ai Elodie, alors donc j'ai Gérald, pardon, qui nous demande pour, je suppose, la création de logiciels, Ecox propose des solutions métiers spécifiques, mais l'interprétation Hiscox, des je risques est pense. parfois subjective. Peut-on avoir confiance en ces contrats? Est-ce Alors, je que pense vous que c'est saisissez Hiscox, Ecox OX? H-I-C-S-C-O-X, c'est ça? Oui, ça doit être ça. Ouais. Non. Bon, je vous repose la question. Vous voulez que je Alors, vous repose la question? oui, oui, parce que je pense que c'est ça la question. C'était parce Oui, que c'est c'est ça. eux qui ont un peu le monopole sur le marché. Hmm. C'est le C'est contrat ça, c'est Hiscox. Ecox. Propose des Oui. solutions métiers Alors, spécifiques. Oui, c'est eux. Il nous précise, et Gérald nous précise que c'est bien cela. ouais. Alors, Hiscox, oui, vous pouvez avoir confiance en eux parce que ils se sont spécialisés dans ce type d'intervention. D'ailleurs, pour rien vous cacher, on travaille avec eux. Donc, c'est un partenaire. Donc, Donc, c'est une bonne je ne chose. vais pas vous dire qu'ils bon. Non, mais quand bien même, hormis ce partenariat qu'on a avec eux, c'est eux qui ont un peu le monopole du marché sur certaines professions. Il y a certaines compagnies qui se sont créées des niches comme ça. Euh, et nous, quand je vous parlais de courtage de partenaires, ils font partie de nos partenaires. Euh, et sur le marché, franchement, si on les a choisis, c'est parce que ce sont des gens fiables. Donc, je ne peux dire que oui, vous pouvez avoir confiance. Alors après, bon, il y a forcément peut-être des petites choses en fonction, encore une fois, de chaque spécificité, mais ils maîtrisent la chose. Ils maîtrisent vraiment la chose. D'accord. Gérald vous remercie en indiquant que c'est très clair. J'ai une question d'Elodie aussi qui nous parle des franchises. Est-ce qu'elles sont systématiques? Est-ce qu'on peut les négocier avec l'assureur? Alors, vous avez les franchises. Alors, à la Matmut, elles sont fixes et non négociables. Au Mais moins, c'est clair. vous avez, je vais être très honnête avec vous, vous avez sur le marché des compagnies qui ont des possibilités en augmentant la prime de supprimer des franchises. Donc, ça existe sur le marché. Mais à la Matmut, nous avons un système, on va dire, étant une structure mutualiste, on considère que faire participer l'assuré, elles ne sont pas énormes les franchises, mais ça fait partie de ce principe mutualiste que nous avons à la Matmut de ne pas faire de contrat sans franchise. Mais ça existe sur le marché. D'accord. Ok, je n'ai pas d'autres questions. Pour tous nos participants, vous avez les coordonnées d'Alain Champémont qui est intervenu. N'hésitez pas. Donc, Elodie nous remercie. N'hésitez pas s'il y a encore une ou deux questions. Je ne sais pas si Yvan ou Sylvain veulent intervenir à la fin de ce webinaire. Non, moi, c'était simplement vraiment remercier Alain parce que c'était très clair. Même quand on connaît un peu ces sujets-là, c'est vrai que c'est difficile de les vulgariser, de les expliquer, de les détailler de manière pédagogue. Et moi, je me suis vraiment plu à suivre ce webinaire. Donc, j'espère que c'est le cas de tous les autres participants. Et puis, je vous invite surtout à poursuivre la discussion avec Alain dans les coordonnées qui apparaissent sur le dernier slide. Si vous avez des questions, si vous avez des demandes de renseignements, la discussion peut se poursuivre au-delà de ce webinaire. Ok, donc on vous remercie aussi. L'intervenant a été très clair. Belle journée.
Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si ce n'est pas le cas, Sylvain, vous voulez dire quelque chose? Non, non, je voulais remercier les intervenants pour leurs questions et Alain, j'étais là en second rideau et la technique ne nous a pas fait défaut, donc c'est parfait. C'est un format auquel on a réussi à s'adapter. Donc voilà. Bon, Merci à écoutez tous. bien, merci à tous les trois. Je dis aussi merci à Estelle qui était en back-office, qui nous a suivis. Merci à tous nos participants. Vous allez avoir, en clôturant le webinaire, vous allez avoir un petit questionnaire. Merci de le remplir sur ce que vous avez pensé de cette intervention et de cette matinée. Et bien, n'oubliez pas que vous pourrez retrouver ce webinaire sur la chaîne YouTube de la CCI Lyon Métropole sous environ 48 heures. Voilà, et bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et merci à tous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.